Chers amis cinéphiles, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors oui, je sais, je me suis fait un peu rare ces derniers temps sur la chaîne, mais je vous rassure tout de suite, votre serviteur est bel et bien de retour pour vous parler de 4 films qui fut à l'affiche en mars 2025. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les films du vendredi, Le Joueur de Go, Parthénopée, The Insider et A Real Pain. Salut à tous et bienvenue dans les films du vendredi. Aujourd'hui, il va être question de 4 films qui ont fait l'actualité des salles de cinéma en mars 2025. Alors, je vais commencer par les films sortis les plus récemment et je terminerai par les plus anciens. Donc, je vais commencer sans plus attendre avec Le Joueur de Go, réalisé par Kazuya Shiraishi, ce cinéaste japonais qui nous propose ici l'histoire d'un ancien samouraï, Yanajida, qui vit à Edo, donc c'est l'ancien nom de Tokyo, avec sa fille. Et chaque jour, il s'exerce au jeu de Go, donc ce jeu traditionnel japonais qu'on pourrait rapprocher des échecs si on veut, mais assez complexe. Et il va du jour au lendemain tomber sur un adversaire de taille en la personne de Genbei, qui est ce prêteur sur gage, homme d'affaires, qui va l'inviter à sa table. Et là, il va y avoir une amitié autour du jeu de Go qui va naître entre les deux personnages. Mais du jour au lendemain, Yanajida va être accusé de vol. Il aurait soi-disant volé une certaine somme d'argent à Genbei et c'est là qu'il va devoir prouver son innocence. Donc c'est là que le film va passer intelligemment du drame, tout ce qu'il y a de plus commun, j'ai envie de dire, au chambara. Donc ce cinéma classique japonais des années 50-60, ce film de sabre, ce sont des films de sabre qu'on appelle chambara, donc qui est un sous-genre du Jidaigeki, porté évidemment par des grands cinéastes comme Akira Kurosawa, comme Kenji Mizumi bien sûr et bien d'autres. C'est la grande époque des films de samouraï comme Rashomon, comme Les 7 samouraïs bien sûr. Et puis on avait souvent la star, Toshiro Mifune, qui est peut-être l'acteur le plus représentatif de ce cinéma. Alors voilà, Shiraishi nous propose un drame japonais, voilà, donc un film assez psychologique par rapport justement au film de samouraï traditionnel. On va rentrer véritablement dans la psychologie, dans la philosophie du samouraï, donc il est fait beaucoup d'abnégation, bien sûr. C'est vraiment, il y a une histoire de sacrifice, mais il y a même le harakiri qui va être évoqué à un moment donné dans le film, donc c'est assez bien vu, voilà. Je trouve que c'est intelligent d'avoir montré qu'on pouvait faire du cinéma japonais en 2025 qui sort un peu du tout venant, où on a souvent l'habitude de montrer voilà, des choses zen, un peu des comédies où c'est assez réaliste, mais là de rentrer dans une époque qui est l'ère d'Edo et de montrer aussi ce jeu de Go aussi. C'est intelligent d'avoir finalement misé sur le jeu de Go et d'en avoir fait derrière en toile de fond une histoire de samouraï. Voilà, je trouve ça véritablement original. Alors c'est pas la première fois bien sûr qu'il y a de l'originalité dans les chambara bien sûr, puisque bien sûr avec Rashomon dans les années 50 c'était déjà le cas, puisque Akira Kurosawa proposait déjà une relecture un peu du genre et cassait les codes avec, bien sûr, là aussi des accusations. Et donc, nous avions plusieurs points de vue avec tous les personnages, bien sûr, qui donnaient donc leur point de vue par rapport à une même situation. Donc, c'était assez bien vu. Ça sortait évidemment des codes traditionnels où à chaque fois, voilà, il y avait des grandes batailles assez épiques de sabres. Voilà, là, ça se pose, c'est différent. Là aussi, voilà, on a cette envie de sortir un petit peu du tout venant dans le cinéma japonais. C'est très intéressant. C'est le premier film bien distribué aussi, j'ai envie de dire, de Shiraishi. Et moi, je découvre, vous, ce sera peut-être la même chose pour vous, ce cinéaste japonais avec ce film. Et je suis ravi, bien entendu, de découvrir donc ce cinéma japonais avec vous. Alors, c'est intéressant, pourquoi? Parce que ça va à la fois contenter les experts du genre chambara, bien sûr. Ça, c'est évident que ça va les contenter. Mais également ceux qui seraient profanes, néophytes un peu du genre. Et donc, je trouve que c'est une belle porte d'entrée à un cinéma japonais aussi un peu oublié, qui avait été un peu ressuscité par quelques effets, j'ai envie de dire, évidemment, chez Tarantino, avec Kill Bill, bien sûr, on avait, mais c'était assez porté sur l'esthétisation de la violence, des combats de sabre, etc. Mais c'était plus un hommage esthétique qu'autre chose. Tandis que là, c'est un cinéaste japonais qui nous repropose, bien sûr, des codes traditionnels du chambara, sans être un véritable film chambara, bien sûr, je tiens à préciser, mais c'est un drame qui flirte
avec plusieurs genres d'un cinéma classique, un peu oublié japonais. Donc je trouve ça intéressant de remettre ça au goût du jour. C'est beaucoup plus sur la psychologie en fait du samouraï, cette philosophie en fait autour du samouraï, c'est-à-dire les codes, les valeurs qu'il y a derrière. Shiraishi va s'intéresser à filmer les moments où chaque joueur va mettre un pion au niveau du jeu de Go, hein, bien sûr. La manière de filmer une partie du jeu de Go va être très intéressante parce que c'est comme ça survolé. C'est un peu comme si lui aussi, il était en lévitation autour du genre du Chambara et qu'il s'autorisait en fait des libertés pour présenter typiquement ce type de film japonais à des nouveaux spectateurs. Donc voilà, je trouve que faudrait pas non plus que ce soit pris comme une vulgarisation du Chambara, hein. Bien sûr, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que ce film, voilà, injecte intelligemment des codes d'un cinéma japonais qui se fait trop rare de nos jours, bien sûr, et d'essayer d'un petit peu de le réinventer par la même occasion. C'est très intéressant et véritablement, c'est un film qui est autonome, qui fonctionne même en dehors justement de ses références, hein, bien sûr, parce qu'on peut voir des références à d'autres films voilà, traditionnel japonais, sur les films de samouraï notamment. Mais voilà, je trouve que c'est bien joué de la part de Shiraishi, franchement, d'avoir pris en plus le jeu de Go et en toile de fond, d'y avoir mis toute la philosophie et en même temps, voilà, tous les codes un peu des films de samouraï. Je trouve que c'est assez bien joué de sa part. C'est une histoire assez touchante aussi, la relation donc entre le père et la fille aussi, ça fonctionne plutôt bien. Voilà, cette histoire de vengeance aussi. Et voilà, donc Shiraishi n'en fait pas des caisses au niveau de la réalisation. C'est somme toute classique, j'ai envie de dire, hein. Il y a quelques effets vite fait où voilà, parfois il fait des plans un peu en diagonale, il cadre un peu en diagonale pour montrer un peu la fatalité qui peut entourer Yanagida au niveau de ce qui va lui arriver, j'en dis pas plus. Mais il y a également quelques petits travelling assez simples, voilà, du travelling tout simple. Mais voilà, il n'y a pas de grands effets, c'est assez sobre, mais c'est néanmoins très esthétique. Voilà, il y a quand même une belle recherche aussi sur la reconstitution de l'ère d'Edo, hein, bien sûr. Donc voilà, pour moi, c'est bien joué de la part de ce cinéaste hein, que je découvre, hein, donc Kaiusa Shiraishi. Voilà, donc vraiment bravo et bravo aussi aux acteurs qui l'incarnent. Vraiment, c'est une belle découverte, donc je vous recommande Le Joueur de Go actuellement dans les salles de cinéma. Je passe maintenant au deuxième film du jour et il s'agit de Partenope de Paolo Sorrentino, bien sûr, donc ce cinéaste italien très connu pour des films comme La Grande Bellezza que moi personnellement j'ai pas trop accroché. Donc c'est là que ça va être un peu compliqué pour moi sur ce film du jour parce qu'il est assez hérité, on sent que c'est un peu sur le même style que La Grande Bellezza, j'ai envie de dire, sur la forme du moins. Et nous avons également Youth aussi, par exemple, hein, qui, là, pour le coup, j'avais bien aimé. Donc, vous voyez, hein, c'est pas parce que je suis pas fan de Sorrentino qu'il n'y a pas des films que j'ai bien aimés, notamment Youth et la série The Young Pope que, voilà, j'ai mis de côté. J'étais pas, voilà, je suis beaucoup, comme vous le savez, hein, sur cette chaîne, je suis pas hyper sériephile. Donc, voilà, je suis plus assidu aux salles de cinéma que à Netflix, aux plateformes, etc. Donc, voilà, Sorrentino nous propose un nouveau film, Partenope. Qui raconte l'histoire de Partenope. Alors ce personnage en fait tient son nom de l'ancien nom là aussi, hein, c'est un peu comme Edo avec Tokyo, l'ancien nom de Naples en fait qui était Partenope, mais également dans la mythologie grecque, Partenope est une sirène. Donc voilà, hein, je pense qu'on comprendra avec l'actrice mannequin qui l'incarne que c'était bien joué sur ce coup-là, il n'y a pas de problème. Hein. Donc Partenope est donc interprétée par Céleste Dalla Porta, qui signe véritablement sa véritable première collaboration avec le cinéaste, parce que la première, malheureusement, elle était coupée au montage, hein, donc dans La main de Dieu, si je ne me trompe pas, c'est ça le titre. Elle avait été coupée au montage, donc c'est la véritable première collaboration, et c'est aussi avec ce film qu'on la découvre. Donc Partenope, bah, écoutez, on la suit sur plusieurs décennies, voilà, elle va vivre des choses, donc c'est une fille qui est née dans un milieu quand même assez aisé, j'ai envie de dire, elle baigne quand même un peu dans le luxe, elle est censée avoir plein de problèmes, elle est étudiante, et donc elle va vivre des aventures avec des personnages qui vont véritablement pas être très intéressants malheureusement,
Il y en a même un qui est sacrifié, c'est pour vous dire, mais vraiment, on a Gary Oldman dans le film et il va être totalement sacrifié. Et c'est bien dommage parce qu'en plus de ça, il incarne un célèbre auteur américain, John Cheever, voilà, donc écrivain américain qui l'incarne, mais il va apparaître 3 secondes un peu à la manière de Fanny Ardant dans La Grande Bellezza. C'est un caméo, c'est un personnage qui va servir à pas grand-chose. On se demande même pourquoi elle le rencontre, en fait, si c'est pour pas le retrouver plus tard. Donc c'est un petit peu là que le bas blesse sur ce film, c'est qu'à chaque fois, il va y avoir Parthénopée qui va découvrir un peu la vie, qui va rencontrer un professeur. Alors là, peut-être que le professeur, c'est peut-être l'histoire qui va être le plus touchante, j'ai envie de dire, le personnage qui va être le plus écrit. Donc là, ce professeur d'université, avec qui elle va nouer un lien très fort, c'est peut-être ce qui est le plus réussi, mais tout le reste, franchement, tout ce qu'elle va vivre comme aventure, ses amours de jeunesse, tout ça, on dirait un film de Keshish. Alors, c'est pas forcément négatif ce que je vais dire, mais il y a un côté un peu Keshish, et puis après, on finit dans quelque chose qui aurait pu être le début d'un film réussi si on s'était concentré sur cette relation. Par exemple, je sais pas, mais il faut... avec ce professeur, mais il faut choisir un personnage, il fallait choisir véritablement quelle relation elle allait nouer avec quel personnage, et ça aurait pu être donné quelque chose de très intéressant. Mais malheureusement, voilà, le film va cultiver l'autosatisfaction constamment. On sent que Sorrentino se fait plaisir pour lui, vraiment, véritablement pour lui-même, à filmer cette actrice magnifique, cette mannequin sublime, bien sûr. Elle va avoir plein de costumes, elle va véritablement toujours être à sa terrasse comme ça. On a cette Italie magnifique, avec ce soleil, ce ciel bleu constamment, comme l'image, comme l'affiche, bien sûr. Donc voilà, ça va beaucoup jouer là-dessus. On a une photographie, mais splendide, il n'y a rien à dire, bien sûr. Mais voilà, elle va rencontrer des personnages qui, véritablement, ne sont pas intéressants jusqu'à cet homme d'église, qui finalement est la personne qui va la plus l'intéresser. Et puis, cet homme d'église qui va avoir des mœurs douteuses. Donc voilà, ça va être là pour choquer un peu le bourgeois, j'ai envie de dire, mais ça va durer 5 secondes. Et une fois que vous serez choqué, bon, voilà, d'avoir montré un homme d'église qui est épris, en fait, de cette Parthénopée, et Parthénopée qui va jouer avec ça et tout, tu te dis, mais franchement, non. Donc voilà, c'est malheureusement pas très intéressant, ça ne raconte pas grand-chose, voilà, je vais pas développer plus sur ce film. Je trouve que c'est un film qui a beaucoup été basé sur son esthétique, voilà, donc il n'y a rien à dire sur l'esthétisme. Vraiment, il y a une recherche, les costumes, je vous dis, véritablement, c'est tellement... Mais il y a un côté trop propre qui fait qu'on ne peut jamais véritablement s'intéresser à cette histoire. On a du mal, en fait, à comprendre les problèmes de Parthénopée. C'est un peu le même souci que j'avais avec Tony Servillo, justement, son personnage dans La Grande Bellezza. C'est qu'à un moment donné, on aimerait pouvoir prendre part à leurs problèmes, mais ils baignent dans un monde de luxe, de fête, et on est censé les plaindre parce que, en fait, ils ont une mélancolie. C'est le cinéma de Sorrentino est beaucoup basé sur la mélancolie. Et donc sa mélancolie à lui, c'est de se souvenir d'une époque où voilà, il y avait ses amours, il y avait ses fêtes, presque orgiesques, j'ai envie de dire. C'est très intéressant tout ça, mais ça va intéresser qui à part, je sais pas, des personnes très aisées dans leur vie, ils vont être très touchés, ils vont peut-être verser il va y avoir la larme à l'œil, mais pas pour la plupart des gens, en fait. La plupart des gens vont pas se sentir concernés par ce qui se passe à l'image. Véritablement, à aucun moment, on est avec Parthénopée dans ses soucis, en fait, parce que ses soucis sont beaucoup trop superficiels. C'est beaucoup trop superficiel, j'ai envie de dire, c'est un peu terrible ce que je vais dire, mais c'est quasiment comme si on suivait une Instagrammeuse pendant 2 heures et qu'on se disait « Ah, donc elle a du mal, elle n'a pas beaucoup de likes aujourd'hui, elle n'a pas beaucoup de... » On s'en fout, franchement, sa vie n'est pas suffisamment intéressante, malheureusement, pour pour véritablement qu'on prenne part à ses soucis. Je ne vois pas où est le drame dans cette histoire, véritablement, si ce n'est que oui, à un moment donné, on devient tous vieux. Bravo, j'ai envie de dire bravo au cinéaste Paolo Sorrentino, oui, un jour on devient vieux. Voilà, c'est ça qu'il a compris. C'est bien, voilà, c'est bien, effectivement, un jour on devient vieux et donc on devient mélancolique. Mais la mélancolie, ça se raconte, et ça se raconte aussi en images, ça se raconte aussi par le montage, par le cadrage, par l'écriture aussi, surtout à la base de tout, quand même, d'arriver à créer des personnages qui ont du relief. Parce que à part cette soif en fait d'apprendre de la part de Parthénopée qui va être là, voilà, je suis une femme sublime.
En plus, tous les hommes lui rappellent, donc c'est formidable. Et elle a un pouvoir, hein. Il y en a même un personnage qui va parler de guerre, dire la beauté c'est comme la guerre, hein. C'est une force incroyable, je ne sais plus ce qu'il dit exactement. C'est très bien, mais il faut le montrer ça, il faut le montrer cette force qu'elle va avoir. Et là, on a juste l'impression d'avoir une fille sublime en fait, qui va apprendre petit à petit à s'instruire, elle va ouvrir des livres, elle va s'intéresser à la culture, tout ça. C'est formidable, mais c'est pas très intéressant. À tel point même que cette séquence finale que je ne révélerai pas, qui est pendant le générique de fin, vous savez, c'est un peu comme dans La Grande Bellezza, le film se termine, on est encore avec des prises de vue réelles, avec le générique qui va défiler. Voilà. Et ce qui est peut-être le plus intéressant finalement, c'est ce qui arrive trop tard, c'est qu'à un moment donné, Parthénopée va avoir un certain âge, et c'est là que cette mélancolie va peut-être apparaître. Mais c'est trop tard, on passe beaucoup trop de temps avec tout un tas de choses superflues, d'événements où en plus il y a beaucoup la nudité. Alors je sais qu'on est dans le cinéma italien, hein, bien sûr, mais il y a beaucoup de gratuité, il y a des scènes, mais tu te dis, mais il y a vraiment il y a un côté spectacle assez curieux de voir des gens faire l'amour. C'est très curieux parce qu'il y a à un moment donné un petit comité qui va se réunir pour voir des gens s'accoupler. Et le spectateur est dans la même situation un peu malaisante comme ça face à ce spectacle un peu gratuit en fait. Donc il y a de la gratuité, des personnages esquissés. À la fin, en plus de ça, je trouve que c'est un aveu d'échec parce que quand Parthénopée va se souvenir de sa jeunesse, il va y avoir des flashbacks et en fait ces flashbacks vont te remémorer des séquences qui n'étaient pas très émouvantes déjà de base, alors de nous les resservir à la fin, bah pour moi c'est un aveu d'échec. C'est-à-dire que toutes les séquences, tous les moments qu'on a tissés dans ce film, qu'on a présentés à l'écran, et ben c'était censé nous émouvoir en fait, in fine, avec cette conclusion. Bah non, je trouve que ça ne fonctionne pas, malheureusement ça ne fonctionne pas. Donc je ne vous recommande pas Parthénopée. Alors déjà j'étais un peu étonné, parce que moi j'ai rattrapé ce film, il n'était plus diffusé dans les salles, déjà c'était compliqué de le trouver en multiplex, donc je suis allé dans une petite salle le voir, donc il a duré moins d'un mois je crois dans les salles, dans les gros multiplex. Déjà, il n'a pas marché, donc moi j'étais un peu étonné, je suis allé le voir et vraiment, ouais, je comprends pourquoi ce film ne fonctionne pas dans les salles. Il y a quand même un minimum, je veux bien qu'on soit un peu pompeux, comme voilà, il y en a des cinéastes un peu pompeux, un peu prétentieux, tout ça, mais quand même de penser un minimum au spectateur, parce que là, c'est un truc de culture, de l'autosuffisance et tout ça, tu te dis, mais non, franchement, ça peut pas fonctionner. Donc voilà, malheureusement, là, à part de très très belles images de Naples, et cette actrice sublime, et malheureusement des acteurs qui sont sacrifiés dans ce film, franchement, c'est waouh. Je repense à Gary Oldman, hein, je me répète, mais je repense à son passage. Mais franchement, quelle utilité, mais quel sacrifice surtout pour ce grand acteur qu'est Gary Oldman. Ne le faites pas venir, dans ce cas-là, ne le faites pas venir, parce que là, franchement, ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, malheureusement, c'est du gâchis, c'est pas très intéressant, Parthénopée, voilà. C'est assez superficiel. Donc je passe maintenant au prochain film du jour. Donc il s'agit de The Insider, qui est sorti le 12 mars, tout comme Parthénopée, de Steven Soderbergh. Steven Soderbergh, d'ailleurs, le dernier film que j'avais vu de lui, c'était Paranoia, que j'avais beaucoup aimé, qui était tourné à l'iPhone, et franchement, je trouvais ça assez bien vu. Voilà, avec ce stalker, hein, bien sûr, c'était bien vu. Mais voilà, donc depuis, je me relance un peu dans l'univers de Soderbergh avec donc The Insider, écrit en plus par David Koepp. Voilà, alors moi j'aime beaucoup parce que David Koepp, moi, ça me rappelle la grande époque aussi de Palma dans l'espionnage, hein, bien sûr, avec Mission Impossible, et Snake Eyes aussi, hein. Snake Eyes qui aussi était voilà, assez fort. Il est assez bon dans tout ce qui est thriller, d'espionnage, David Koepp, hein, franchement voilà. Donc je suis content de retrouver ce scénariste et ce cinéaste pour nous présenter l'histoire d'une agence d'espionnage et surtout d'un couple donc mené par Michael Fassbender et Cate Blanchett, voilà, qui vont être ces espions, un couple espion, donc c'est vrai que c'est assez rigolo à voir. Donc tout va se passer un peu hors champ dans ce film. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir des soupçons en fait sur une affaire. Tout soupçonne en fait la femme de Michael Fassbender dans le film, et donc il va enquêter sur sa femme. Et donc il va y avoir ce côté où on va découvrir un petit peu le quotidien d'un couple d'espions qui ne va pas avoir confiance en l'un et en l'autre. Moi, je trouve que c'est ce qui est le plus
réussi en fait dans ce film. Mais toute la partie enquête, malheureusement, je la trouve pas très intéressante. Voilà, je trouve qu'on nous donne pas assez les clés pour s'intéresser véritablement eh bien, aux enjeux forts de cette enquête d'espionnage. Qui va se passer beaucoup hors champ. Alors ça, c'est bien vu, parce qu'on ne va pas vous montrer en fait tous les ingrédients du film d'action d'espionnage que vous avez l'habitude de voir dans des James Bond ou dans des Missions Impossibles. Là, justement, ça fait jouer l'effet inverse, c'est-à-dire l'absence de grandes scènes voilà, d'action. Voilà, tout est fait, en fait. On ne voit pas, en fait, toutes les scènes d'action. C'est comme si on avait supprimé toutes les scènes d'action d'un film d'action, en fait, tout simplement. Donc c'est assez bien vu. On va rester beaucoup sur des séquences en intérieur avec des personnes qui s'expriment. Voilà, ça va être assez bavard. J'avoue que le film va être assez bavard. C'est à la fois sa force et sa faiblesse, c'est qu'on va se concentrer sur le quotidien de ces espions, mais à aucun moment on va véritablement, je trouve, rentrer dans cette enquête, à part peut-être une des séquences peut-être pour moi les plus mémorables du film, quand il va y avoir Michael Fassbender qui va demander l'aide d'une collègue, qui va mettre en plus de ça son avenir en jeu dans l'agence, et qui va l'aider justement à enquêter sur sa femme. Donc ça donne lieu à des séquences assez rigolotes de caméras de surveillance, de jeux de chat et la souris, etc. Ça c'est plutôt bien vu. On a aussi un peu une prouesse dans ce film, c'est de jouer avec les codes aussi de la femme fatale. Je trouve qu'on a beaucoup dans les films de James Bond, Mission Impossible, cette femme fatale qui va être incarnée par Cate Blanchett, et on va voir qu'on va retrouver une sorte d'érotisme, j'ai envie de dire, à la James Bond, dans des séquences très simples du quotidien où ils sont ensemble dans le lit conjugal, dans leur chambre, et on va retrouver des codes justement un peu de James Bond, mais dans un quotidien de mari et de femme en fait. Donc c'est ça que je trouve assez bien vu. Donc c'est pas totalement tout acheté, bien sûr, je vais pas trop critiquer ce film, mais simplement de dire que ça aurait pu être un peu mieux amené, je trouve, cette enquête pour que on soit véritablement concerné par les enjeux du film. Voilà, c'est un tout petit peu ce qui me dérange. Pour le reste, c'est novateur. Hein. Bien sûr, on l'a rappelé que quand vous voyez la bande-annonce, vous attendez en plus de ça un grand film d'action, etc. Et c'est absolument pas le cas. Et je trouve ça intéressant parce que Soderbergh a justement l'habitude de casser un peu les codes dans ses films, justement. Hein. On le connaît assez pour ça, pour casser les codes du genre. Voilà, donc c'est dispensable au cinéma, par contre. Voilà, ça c'est ce que je dirais quand même pour terminer. Je pense que c'est un film qui peut beaucoup se voir en VOD. Voilà, ça passe très très bien en VOD, voilà, mais c'est dispensable au cinéma à cause justement d'une absence quand même de grandes séquences à couper le souffle comme on a l'habitude de voir dans le genre. Voilà, donc c'est dommage, et je pense qu'il y avait une autre manière véritablement au niveau de la construction scénaristique de se sentir beaucoup plus concerné par cette enquête. Voilà, je terminerai là-dessus. Donc voilà, The Insider, voilà, moyen, pas totalement fan, mais ça fait plaisir de voir un scénario de David Koepp avec Soderbergh dans un film convenable, bien sûr, qui sort évidemment du tout venant dans le film d'espionnage. Je passe maintenant au dernier film du jour, et il s'agit de Real Pain, interprété et réalisé par Jesse Eisenberg. Cet acteur qu'on adore depuis Bienvenue à Zombieland, bien sûr en 2009, il a joué aussi Mark Zuckerberg dans The Social Network de David Fincher en 2010, et puis on l'a retrouvé dans beaucoup d'autres films, également aussi en 2020, il n'y a pas si longtemps. Moi c'est un des derniers films mémorables avec lui, c'était juste avant le confinement, je me souviens, il était sorti le 11 mars 2020, Vivarium donc de Lorcan Finnegan avec Imogen Poots, donc c'est le dernier banger pour moi hein, avec Jesse Eisenberg, j'adore cet acteur. En plus c'était intéressant parce qu'il était dans un film en fait qui était un film fantastique, horrifique, mais qui était en fait une allégorie de la vie de couple en fait, qui peut elle aussi faire peur. Donc vraiment c'était très très bien vu. J'avais dit hein, à l'époque, vous vous souvenez, j'avais fait ma vidéo en plein confinement et que c'était le film du confinement hein, véritablement, parce que les acteurs étaient eux aussi confinés dans cette maison et dans ces lotissements, donc c'était très très bien vu.
Voilà, donc Jesse Eisenberg que j'ai plaisir à retrouver dans un film qui est très feel-good, très solaire, très Sundance, et ça tombe bien, il était présenté en avant-première au Festival de Sundance, et franchement, quand je suis sorti de la salle, j'ai dit, oui, c'est calibré pour Sundance, donc effectivement, ça fait du bien de retrouver des films un peu feel-good, un peu buddy movie, voilà, il y en a trop peu, je trouve que ça fait du bien de retourner un peu dans ce style-là. C'est très salutaire, franchement, dans le paysage cinématographique de nos jours. Franchement, ça fait du bien. Donc, l'histoire, en fait, de deux cousins, donc David et Benji, respectivement interprétés par Jesse Eisenberg et Kieran Culkin, qui n'est autre que le frère de Macaulay Culkin, comme vous le savez. Et donc, ce sont des Américains d'origine juive qui, le jour en fait du décès de leur grand-mère, vont décider de partir faire une cousinade, un voyage ensemble sur les traces eh bien, de leurs origines, hein, bien sûr, donc en Pologne, et avec un guide et tout un tas aussi de touristes qui vont faire le chemin, le voyage pour découvrir un peu leurs racines, voilà, les origines véritablement eh bien, juives, hein, bien sûr, de nos personnages. Et avec comme objectif quand même, in fine, c'est le dernier jour hein, de leur séjour, d'aller donc à l'adresse de leur grand-mère en Pologne et d'aller se recueillir à son domicile. Voilà, c'est l'objectif. C'est la raison pour laquelle ils vont préciser au guide qui va donc les emmener en voyage que le dernier jour, il faut absolument en fait qu'ils les quittent plus tôt pour aller voir le lieu où vivait leur grand-mère. Voilà. Donc ça va donner lieu eh bien, à des séquences assez belles, assez humaines, un vrai questionnement sur évidemment les origines, sur aussi le côté où on peut se sentir mal aussi de se dire que eh bien, par rapport à tout ce qu'ont vécu en fait les Juifs à l'époque de la Shoah, de se dire que parfois d'être un peu privilégié, ben là aussi il va y avoir un questionnement lors d'une séquence que je trouve très belle, notamment lorsqu'ils vont aller visiter les camps de concentration justement, ils vont prendre un train en première classe et là ils vont se sentir mal, donc c'est Benji qui va se sentir mal parce qu'il va se dire mais pourquoi, en quoi moi j'ai le droit alors qu'il y avait des trains de déportés, moi d'être en première classe, j'ai l'impression véritablement de ne pas respecter mes ancêtres, enfin vous voyez. Donc il y a quelque chose qui est assez beau, il y a un questionnement évidemment sur l'identité, parce que en fait ils vont se dire nous sommes américains, mais nous sommes aussi juifs polonais, donc il y a toute cette question-là. D'ailleurs Jesse Eisenberg a obtenu la nationalité cette année en 2025, donc il a la double nationalité américano-polonaise. Voilà, donc c'est intéressant de voir ça pour la petite anecdote. Et donc voilà, ce voyage un peu humain, spirituel, familial, où ils vont se déchirer, parce qu'en plus, c'est deux cousins que tout oppose, hein, bien sûr, parce que David, il est assez introverti, il a du mal à aller vers les autres, alors que Benji, c'est totalement l'inverse, c'est quelqu'un d'extraverti, il met tout le monde dans sa poche, il a la tchatche, il est drôle, voilà, alors que dans sa vie, bah, justement, il est un peu plus dans la galère, on va dire, tandis que David, lui, a une vie de couple, il est installé, on va dire qu'il l'avance dans la vie, entre guillemets, mais il est introverti, il a du mal à aller vers les autres. Donc ils vont être très complémentaires, et en même temps, ils vont, je vous dis, il y a des moments, en fait, ils vont se déchirer, ils vont être dans cette chambre d'hôtel, ils vont s'apercevoir qu'ils se voient pas assez souvent, donc ils vont essayer de recoller les morceaux, donc ça va créer des moments très humains, très beaux. Vraiment, il y a une très très belle écriture. Je trouve que les dialogues sont savoureux aussi, très très bien écrits, très bien vus. Il y a une prise de recul véritablement aussi sur la question des origines, sur la question de la famille aussi, des relations envers les autres. Donc c'est un voyage, un road movie en même temps dans lequel on rentre mais avec plaisir. Franchement, ces personnages, ils sont attachants. Mais c'est un pur plaisir. Franchement, c'est pour ça que je l'ai mis en dernier aussi. Vous savez, parfois je râle parce qu'il y a des sorties qui me gonflent. Mais là, c'est un pur bonheur ce film. J'ai envie de le revoir. J'ai passé un très très bon moment de cinéma. Et franchement, Jesse Eisenberg, en plus, ça fait plaisir de voir qu'il y a mis tout son cœur en plus dans ce film. Ça se voit. Il a fait des tournées en fait avant-première pour présenter le film. Il y avait des débats avec le public. On sent que vraiment il se sentait concerné par ce qu'il faisait et ça se voit.
Véritablement, on est avec lui en train d'attendre son avion à l'aéroport, on est avec lui en train d'attendre la chambre d'hôtel, avec les bagages, de se demander si on va pas être déçu au final, est-ce que véritablement on va se rendre compte que ce que c'était que l'horreur de la Shoah avec ce voyage ou pas, qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'on va en ressortir indemne, est-ce que ça va reconnaître les morceaux au niveau familial, c'est même pas sûr, vous voyez, donc c'est très très beau, c'est très très beau. Et puis tout le groupe aussi, les personnages secondaires sont très attachants en fait, vraiment on va y avoir une espèce d'amitié en fait qui va se nouer avec ce groupe aussi, qui ont tous leurs histoires intéressantes parce que Jesse Eisenberg, contrairement à Sorrentino, et là je le dis haut et fort, eh bien s'intéresse aussi à mettre en avant des personnages secondaires que vous allez retenir. Et ça fait plaisir quand il n'y a pas de laisser pour compte, justement. Jesse Eisenberg, vraiment, eh bien, est très généreux envers ses acteurs. Il y a une très très belle écriture. Ce voyage, il va vous rester. Parce que c'est des voyages, en plus que c'est des choses qu'on ne montre pas assez au cinéma, ça je trouve véritablement. C'est-à-dire des choses du quotidien qui parfois eh bien, paraissent tellement merveilleuses en fait parce qu'elles ont du sens pour vous. C'est-à-dire que soit ça va parler, ça va peut-être vous parler de votre propre histoire aussi familiale, votre propre histoire aussi par rapport à vos origines, tout ça. Ce voyage spirituel va être salutaire pour tout le monde en fait, même pour le spectateur. C'est là que c'est beau. C'est que le spectateur voyage avec eux et a les mêmes questionnements. On voyage avec eux. C'est un pur bonheur, un pur régal, un pur moment de cinéma. Et c'est pas parce qu'il y a cette étiquette Feel Good Sundance que tout de suite c'est niais. Non, justement, même par rapport au tout venant de Sundance, je trouve que c'est moins feel good que ça en a l'air. C'est assez dramatique, mais très très beau. Il y a un lyrisme, une poésie en fait qui se dégage de ces paysages de la Pologne. On voyage avec eux, vraiment c'est un pur bonheur. Donc véritablement, je vous recommande, mais là ne ratez pas ce magnifique film Real Pain de Jesse Eisenberg avec également Kieran Culkin, ce duo de cousins que tout oppose, que aussi le temps un peu à séparer mais qui vont se retrouver, c'est absolument magnifique. Donc je vous recommande vivement A Real Pain de Jesse Eisenberg. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo et de me suivre sur Instagram Steph_LFDV. N'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram afin d'être tenu informé des prochaines vidéos sur la chaîne ou tout simplement pour accéder à mon contenu. Waouh! Bon, bah écoutez, ça s'améliore parce que, comme vous le savez, mes 2 dernières critiques, voilà, c'était un peu des coups de gueule. Là, ça fait plaisir de voir quand même que globalement, évidemment, à une grosse exception près, qui est Parthénopée, hein, bien sûr, qui est là... Waouh, comme je vous le dis, à part les belles images, c'est tout ce qui m'est resté. Donc c'est un peu dommage quand le cinéma a juste à vous proposer des belles images clinquantes et voilà, ça en fait tout de suite un grand film parce que on sait filmer la mer, on sait filmer une terrasse, vous voyez, enfin bon, c'est super, mais il y a un moment donné, c'est pas que ça quoi. Donc voilà, je trouve que c'est globalement on a eu des beaux films, voilà. Ce qui me reste le plus dans les 4 films que je vous ai cités, évidemment, c'est Le Joueur de Go et A Real Pain. Vraiment, si je devais mettre en premier, je dirais même A Real Pain et Le Joueur de Go. Quoique, peut-être kiff-kiff, parce que quand même, ça n'a rien à voir, donc je peux pas. Mais voilà, disons que c'est les 2 films en tout cas qui ont retenu mon attention et qui ont une place dans mon cœur pour le mois de mars 2025. On va voir ce qui se passe avec avril. C'est vrai que la vidéo arrive un peu tardivement. Il y a déjà des sorties en avril, on va voir ce qui se passe. Mais toujours est-il que voilà, sur mon point de vue sur ces 4 films du jour, donc qui ont fait l'actualité du cinéma au mois de mars. Et bien sûr, on revient très vite avec justement 2 nouvelles chroniques cinéma. Et justement, bah moi, de mon côté, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, comme à l'accoutumée, un excellent vendredi, un excellent week-end. Et d'ici la prochaine vidéo, comme toujours, n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!